Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là pour faire un interview avec deux camarades, Marc Berthollet et Laura Boré, sur les complications rencontrées dans les milieux scolaires face au confinement et ces questions. Donc, on va pouvoir avoir une belle discussion. Mais d'abord, je voudrais vous laisser vous présenter, chers camarades. Donc, Laura peut-être en premier et ensuite Marc. Oui, donc Laura Boré, je suis enseignante au secondaire 1 à Cossonay. Marc Berthollet, je suis enseignant de géographie au gymnase de Burier à la Tour de Paix. Et puis, par ailleurs, je suis militant syndical, donc on travaille fort avec des collègues de tous les gymnases vaudois pour défendre les intérêts en fait, des élèves et puis des enseignants dans cette période. Ok, merci beaucoup de vous donner un peu de temps pour répondre à une série de questions. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, d'abord, comment a été gérée la fermeture en amont? C'est-à-dire, comment s'est déroulée la première semaine d'enseignement à distance? Et quels sont un peu les moyens qui ont été mis en place pour cet enseignement à distance, en fait? Alors dans le secondaire 1, ça, en fait, vu qu'on n'a pas tout de suite eu accès à une plateforme, il nous a été demandé d'attendre d'avoir accès à une plateforme avant de commencer l'enseignement à distance. Donc pendant une semaine, en fait, on a pris contact avec nos élèves pour savoir comment ils allaient, mais on n'a pas du tout fait d'enseignement, en fait. Et c'est qu'une semaine après qu'on a eu accès à la plateforme. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu démarrer la mise en place du travail. Ok. Par rapport au secondaire 2 et puis particulièrement par rapport au gymnase, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que chaque gymnase finalement, alors il y a eu des directives générales, mais ensuite la gestion de la crise a été très disparate d'un gymnase à l'autre. Donc ça va de gymnase où justement comme au secondaire 1, l'essentiel, ça a été de dire vous prenez contact avec vos élèves et puis c'est tout pour la première semaine, à des communications qui étaient beaucoup plus problématiques avec une injonction au travail du style on ferme et puis maintenant on fait de l'enseignement à distance. Avec des consignes extrêmement floues et puis ça a été assez problématique dans un certain nombre d'établissements pour les enseignants et pour les élèves ce manque de consignes strictes, mais j'y reviendrai plus tard. Mhm. Est-ce que Laura, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou... Non, mais effectivement, je pense que ça a été un point essentiel dans le secondaire 1 d'attendre une semaine parce que aussi le fait que les décisions cantonales et fédérales aient tardé et qu'elles aient été prises un peu comme ça subitement. On arrive au travail le vendredi, puis l'après-midi, on nous dit ben, c'est fini, on ferme. Et du coup, j'imagine que le fait de ne pas devoir tout de suite reprendre l'enseignement et l'étude pour les enfants, ça a été aussi le temps qu'il a fallu pour redescendre et puis un peu intégrer ce qui était en train de se passer parce que ça constituait quand même un choc et pour les enseignants et surtout pour les élèves qui ont eu un peu du mal à comprendre ce qui se passait. Et cette semaine a permis un peu d'apaiser les choses et de revenir calmement sans... Enfin, il m'a semblé que c'était vital quoi, de procéder comme ça. Ok, merci. On va passer à la suite, disons dans le sens, quelles sont les formes de relations à distance entre les profs, le niveau entre guillemets d'atomisation des enseignants, et en même temps, dans quelle mesure l'enseignement à distance est-il possible? Quels sont les effets de l'enseignement à distance sur la qualité de l'enseignement lui-même? Alors, je vais peut-être faire un petit peu de théorie pour commencer, mais en fait, il y a une fameuse notion en pédagogie, c'est ce qu'on appelle le triangle pédagogique, hein. D'un côté, tu as l'enseignant, tu as le savoir, tu as les élèves, et puis toutes ces relations entre enseignant, savoir et élève se questionnent. Ici, parler d'enseignement à distance, alors, distance, ok. Enseignement, le problème, c'est toute la remise en cause de la relation pédagogique qu'on a en présentiel avec les élèves. Et puis, c'est une relation qui est fondamentale, évidemment, à plusieurs niveaux, au niveau cognitif pour l'apprentissage concret des connaissances, au niveau socio-affectif, c'est-à-dire tout ce qui concerne les émotions, les valeurs, le contact direct, et puis au niveau aussi motivationnel. Quand on parle d'enseignement à distance, on peut se questionner. Il faut savoir que nous, enseignants, évidemment, on n'est pas formés à ça.
c'est-à-dire qu'on n'est pas formé sur comment concevoir un cours à distance, on n'est pas formé sur les outils, comment est-ce qu'on les utilise. Il y a des expériences d'enseignement à distance qui se font, par exemple en Australie, dans la région d'Alice Springs, depuis les années 50. C'est questionné, c'est étudié, c'est réfléchi, c'est pensé. Et puis ici, on s'est retrouvé dans une période de crise systémique où tout d'un coup, on nous a dit, il y a eu une injonction à dire faites de l'enseignement à distance. Mais sans qu'on ait la formation, sans qu'on ait les outils, et puis en tout cas dans un premier temps, dans une sorte de vide sur des consignes qui n'étaient pas forcément claires suivant les établissements. On peut questionner véritablement cette notion d'enseignement à distance, d'où un certain nombre de revendications qui ont été portées par les syndicats, de dire, en fait, il faut essayer de maintenir les acquis, mais on ne peut pas évaluer ce qui est fait à distance. Il faut tout de suite prendre des mesures pour diminuer le nombre légal de notes. Il ne faut pas qu'aux examens, on se retrouve avec des choses qui ont été faites à distance et que ce soit testé, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a, du point de vue de la relation pédagogique, il y a vraiment, en fait, des enjeux pour lesquels on n'était pas formé. Et donc, il faut être vraiment extrêmement critique avec cette notion d'enseignement, avec gros guillemets, à distance. Ouais. Laurent, je t'en prie. Ouais, c'est vrai que ça, enfin, ouais, l'enseignement à distance, c'est un autre métier, quoi. C'est pas du tout à ça qu'on est habitué. C'est pas du tout à ça que la plupart d'entre nous a été formés. Et effectivement, le contact avec les élèves, une fois qu'il n'existe plus, enfin, qui se fait via une plateforme où on donne du travail et eux le reçoivent, il y a un truc qui se brise presque, en fait, et qui rompt tout ce qu'on a construit en plus, parce que quand on a des classes en début d'année au mois d'août et on construit quelque chose au fil des mois, et d'un coup de plus être en contact avec eux, il y a vraiment un truc qui se brise et on perd un peu le fil, même en tant qu'enseignante ou enseignant, on n'a plus ce rapport-là. Puis pour revenir aux profs et à comment ça se passe entre nous, bah, je pense que ça a été essentiel, en tout cas pour moi, de garder contact avec une grande partie de mes collègues pour débriefer un peu, alors de garder contact avec mes collègues d'allemand, vu que j'enseigne l'allemand, pour savoir un peu où ils en étaient, mais aussi avec mes collègues de manière plus générale pour dire, OK les gars, on est tous dans le même bateau, et puis comment on fait, comment on se soutient aussi entre nous, etc., quoi. Donc, je pense que c'est essentiel en tant que groupe d'enseignants et d'enseignantes aussi de se soutenir et d'échanger régulièrement dans des phases de crise comme celle qu'on vit, quoi. Merci beaucoup. On va passer à une autre question, notamment sur la question de l'exacerbation des inégalités. Donc, est-ce que vous voyez des inégalités se creuser entre les enfants, lesquelles et en fait comment, entre les classes peut-être aussi, et avec qui avez-vous contact parmi les parents pour gérer en fait toutes ces difficultés? Alors, pour ce qui est des gymnases, en fait, l'essentiel des contacts passe par les maîtres de classe. Évidemment, il y a des difficultés, ne serait-ce que par rapport à établir le contact avec certains élèves. Ensuite, par rapport à cette période où non seulement nous, les enseignants, on n'est pas formés à l'enseignement à distance, mais il y a aussi le métier d'élève, hein, et eux ne sont pas formés non plus à la maîtrise des outils informatiques et puis à la maîtrise de la gestion du temps en autonomie, à ce type de considération-là. Donc évidemment, tout le monde le dit et le répète, l'enseignement à distance, c'est un exacerbateur des inégalités par rapport à l'école et au système scolaire tel qu'on le connaît. Bon, voilà, on parle souvent de capital symbolique, de capital culturel. Il y a aussi un capital finalement numérique, hein, que ce soit dans la maîtrise des outils ou que ce soit simplement dans l'accès aux outils. C'est-à-dire que dans certaines familles, en fait, par exemple, il y a peut-être un ordinateur avec 4 ou 5 personnes qui ont besoin d'ordinateur. Hein. Papa et maman qui doivent travailler à distance, plusieurs enfants qui doivent suivre des cours à distance, puis il n'y a tout simplement pas assez de matériel. D'autres choses, là je cite un exemple personnel, mais comme il n'y avait pas de plateforme numérique étatique, puis ça c'est un autre problème, hein, la question de comment l'État développe ses propres solutions logicielles et les met à disposition.
Mais typiquement, moi, j'ai une fille qui a pas de Natel tactile, donc qui n'a pas WhatsApp. Et puis, beaucoup d'enseignants sont dans l'urgence passés par WhatsApp, par exemple. Et ma fille me disait, mais en fait, moi, je ne reçois pas les informations parce que je n'ai pas l'accès à cet outil numérique. Et ça, c'est pas juste un cas dans ma famille, hein, c'est un cas qui est loin d'être anodin. Donc, évidemment, toutes ces questions de capital numérique, d'aisance, l'enseignement, entre guillemets, à distance, ça pose ces questions-là. Et puis ensuite, par rapport aux élèves qui sont plus en difficulté déjà en temps normal, comment est-ce qu'on fait justement pour faire de la pédagogie différenciée, être plus attentif, etc., etc. Sans parler des problèmes de contact. Enfin, bon, bref, je pense que je n'ai pas besoin de plus développer. Ça pose vraiment d'immenses problèmes en termes d'égalité des chances par rapport à l'accès au savoir, à l'acquisition de connaissances, etc., etc. Ouais, bah, je pense que c'est un peu le même constat qui se fait dans le secondaire 1, c'est-à-dire qu'il y a des questions logistiques qui ont pu être réglées assez rapidement, à savoir le prêt d'ordinateurs et de tablettes à certains élèves qui n'en avaient pas, dans les limites de ce qu'on avait aussi. Et puis, il y a eu aussi un moment où les restrictions du Conseil fédéral ont fait que les élèves ne pouvaient plus venir à l'école pour récupérer du matériel. Et puis, quand bien même on règle ces questions logistiques, il y a quand même un moment où d'autres inégalités apparaissent, c'est-à-dire le cadre familial peut avoir un impact. Est-ce que l'atmosphère est propice au travail? Est-ce que l'enfant a un lieu à lui où il peut travailler dans le calme et, qui est nécessaire, etc. Est-ce que les parents sont à même de l'aider s'il a des difficultés? Et puis c'est vrai qu'enseignant l'allemand, j'ai constaté que il y a toutes les personnes qui ont grandi ici et qui ont eux-mêmes ou elles-mêmes fait de l'allemand étant plus jeunes et qui peuvent aider leurs enfants. Puis il y a tous les autres parents qui n'ont pas fait l'école ici et qui fatalement n'ont pas de notion d'allemand et qui se retrouvent complètement désemparés face à leur enfant qui leur dit maman, papa, je dois apprendre ce voc, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, et voilà, je pense qu'on arrive très vite à certaines limites dans la mesure où on n'a pas, comme tu disais Marc, on n'a pas quelque chose de suffisamment au point. Et en fait, on ne peut pas enseigner à distance réellement. On peut donner du travail, on peut occuper nos élèves, on peut leur faire réviser des vocs ou des choses. Enfin, là, je parle vraiment dans le cadre de l'allemand, mais on ne peut pas enseigner. Je crois que le terme est vraiment erroné dans ce contexte, quoi. Oui, j'aimerais juste ajouter Oui, oui, je t'en prie. quelque chose, c'est que cette histoire de capital numérique, c'est pas seulement pour les élèves. Ouais, C'est-à-dire qu'on a nombre de collègues qui ont vraiment été en grande difficulté bien sûr. pour plusieurs raisons, mais notamment à cause du fait qu'il y avait cette injonction à faire de l'enseignement à distance, mais sans que ces collègues-là n'aient la maîtrise des outils. Mhm. Donc évidemment, il y a des collègues qui, entre guillemets, s'en sortent très bien parce qu'ils sont à l'aise dans le numérique, et Ouais, puis c'est vrai. d'autres collègues pour qui ça a été vraiment une pression, une injonction extrêmement difficile à gérer. Moi, j'ai certains collègues que j'ai dû récupérer un peu à la petite cuillère, qui sont partis carrément vers des processus de burn-out parce qu'ils ont passé des heures et des heures et des heures et des heures sur leur ordinateur à essayer de préparer des cours, des séquences sans maîtriser, à perdre un temps gigantesque. Euh, et puis, ouais, donc cette question du capital numérique, c'est pas simplement les élèves, mais c'est aussi chez un certain nombre d'enseignants, même s'il y en a qui s'en sortent évidemment très bien. Et puis, voilà. Ouais, mais c'est un peu comme on disait avant, en fait, on n'est pas formé à ça. C'est que d'un coup, on est catapulté dans un truc. Et effectivement, il y a certaines personnes qui ont les ressources pour s'adapter à toutes ces questions ouais, justement de support numérique, de tout ça, et d'autres pas, quoi. Et c'est pas un truc qui s'apprend en 2 heures et qu'on maîtrise comme ça en claquant des doigts. Et c'est vrai que le fait de se dire, bon, tous mes collègues sont en train de créer de la matière, sont en train de travailler, et moi, je suis bloquée parce que je n'arrive pas à utiliser ce truc, c'est une source d'angoisse intense, quoi. Et j'imagine qu'effectivement, ça crée des atmosphères très anxiogènes pour certains enseignants aussi, effectivement. Oui, il y a plusieurs points intéressants que vous avez touchés. Je pense que ce qui est important de dire également, c'est que pour beaucoup d'enseignantes et d'enseignants, souvent on disait c'est une période qui sera plus facile. Non, ça a été une période
beaucoup plus difficile, que ce soit en termes de travail, à fournir du travail, et également de comment transmettre ces connaissances. Disons, pour faire un parallèle, moi j'enseigne à l'université. Également, moi je vois plein de collègues pour faire des cours à travers, disons, les différentes plateformes. Souvent, ils enregistrent pendant 1 heure et demie. Il y a un problème, il faut tout recommencer depuis le début. Donc, c'est des horaires de travail qui sont souvent doublés. Les emails, bien sûr, je pense que c'est la même chose pour vous, explosent. Moi, je passe peut-être le double de mon temps sur email qu'auparavant. Et ce qui est très important, ce dont vous avez parlé, c'est sur les inégalités également qui sont exacerbées. Et ça, actuellement, on le voit les universités avec les élèves qui ont perdu leur travail durant la crise Covid. Et ça leur pose des problèmes, comment subvenir à leurs besoins quotidiens, que ce soit pour tout ce qui est question loyer, dépenses quotidiennes. Mais comme vous, je pense aussi, vous l'avez bien mentionné, c'est que pas tout le monde travaille dans les mêmes conditions. Quand vous vivez à 5, 6, ou bien vous n'avez pas, il y a un seul ordinateur accessible. Donc tout ça, ça exacerbe les inégalités et c'est quelque chose qui est très important, je pense, de rappeler. Et donc, et je pense que là, ce que tu disais, Marc, sur la question du cognitif et du contact, les deux, vous en avez mentionné, est super important parce qu'on doit, c'est pas qu'on fait pour chaque personne un enseignement diversifié, mais en l'occurrence, on essaie de s'adapter. Et je pense que ça, c'est très important ce que vous avez dit. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Ouais, peut-être juste une chose. Évidemment, là, on aborde la question des difficultés dans l'enseignement, à l'école, au gymnase, dans les écoles profs, etc. Mais je tiens juste à dire que, évidemment, hormis les collègues qui avaient des contrats précaires dans l'enseignement, nous, au moins, on a quand même cette sécurité matérielle. Enfin, on ne perd pas le sens des réalités. Puis j'aimerais juste adresser une salutation fraternelle aux collègues du service public qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent dans les transports publics, qui travaillent dans toutes ces zones où ils sont beaucoup plus exposés. Et puis aussi une salutation fraternelle à tous ceux qui sont concrètement dans la merde aujourd'hui, notamment les indépendants qui se retrouvent à ne plus savoir comment ils vont payer leurs factures à la fin du mois. Donc on ne perd pas de vue, évidemment, cette solidarité qu'on doit avoir entre les travailleurs du secteur public et du secteur privé. Je pense que c'est très important parce que sinon, ça pourrait passer un petit peu cet entretien comme si, en fait, on était les pires victimes du monde. Donc, on garde le sens des réalités, mais on aborde les enjeux propres à l'enseignement. Alors oui, Joe, il y a les problèmes liés au cognitif, mais il y a aussi toutes les questions qui sont liées au fait que les écoles, puis Laura l'a souligné, non seulement pour les enseignants, c'est extrêmement important d'être en contact direct pour pouvoir échanger au sujet des élèves, pour pouvoir échanger à propos de nos pratiques. Donc, et ça, là, on est atomisé. Donc, c'est extrêmement difficile à vivre dans cette situation-là, de ne pas pouvoir parler aux collègues concrètement. Certains établissements ont mis en place des choses pour se coordonner et d'autres pas du tout. Donc, il y a là de nouveau une disparité. Puis pour les élèves, ben, l'école, c'est aussi un lieu de sociabilité, un lieu où on rencontre les amis, un lieu où on peut être rassuré, un lieu où si on a des problèmes dans sa famille, on peut trouver des interlocuteurs. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. Hein. Moi, je suis aussi en souci par rapport à certains élèves qui vivent des situations familiales et pour qui l'école, en fait, c'est aussi une respiration. Donc, c'est le cognitif, mais c'est aussi le socio-affectif. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Laura, peut-être tu veux ajouter encore quelque chose? Ouais, bah déjà, je rejoins Marc sur tout ce qui a été dit, notamment sur nos collègues des différents services publics. Et puis après, pour revenir aux élèves et au rapport qu'on entretient avec eux, c'est vrai que tous les élèves n'ont pas le même cadre familial, n'ont pas les mêmes privilèges. Et puis, il y a certains cadres qui peuvent être inquiétants. Et le fait de perdre un peu le contact et de plus savoir ce qu'il en est, c'est aussi angoissant en tant qu'enseignante parce qu'on s'attache à ces élèves. On a l'impression que voilà, c'est un peu, on doit s'occuper d'eux, on doit faire en sorte qu'ils soient safe, que tout se passe bien. Et puis il y a aussi un rapport de confiance qui se crée entre eux et nous, c'est-à-dire qu'ils viennent aussi des fois se confier ou nous rapporter certains problèmes ou certaines choses. Et puis de plus maîtriser ça, enfin de plus être capable de prendre en charge ces questions ou d'être une oreille attentive, etc. C'est assez frustrant et on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Après, c'est vrai que les profs de classe, je suis personnellement pas prof de classe, mais les profs de classe se chargent quand même de prendre régulièrement des nouvelles pour s'assurer que tout va bien. Mais on sait que voilà, des fois, des élèves nous disent oui, oui, ça va. Et puis au téléphone, on ne voit pas. Voilà.
Non, avant de passer à la prochaine question, Marc, tu l'as dit, Laura aussi, bien sûr, on est en solidarité avec les travailleurs et travailleuses et les classes populaires de manière générale. On en voit surtout notre solidarité actuellement avec le service de la santé. On veut du fric pour la santé, on le répète et encore et toujours, et nos vies valent plus que leurs profits. Et justement, ça nous amène à poser cette prochaine question qui est un peu, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de rouvrir les écoles. Alors là, ce qui est très intéressant de voir, c'est que un bon nombre de parents qui d'habitude un peu les profs c'est super, etc. Maintenant vous disent il faut rouvrir, j'en peux plus, etc. Bon, moi je suis pas comme ça, mais disons je le vois beaucoup plus sur les réseaux sociaux, qui a vraiment, j'ai l'impression, une pression également, en plus médiatique du Conseil fédéral, mais sociale de plus en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, première chose à dire, moi et vraiment tous mes collègues, on se réjouit vraiment de pouvoir refaire notre métier, c'est-à-dire du présentiel, de pouvoir être avec nos élèves. Moi, mes élèves me manquent, quoi. J'ai besoin de ce contact direct où on peut euh, voilà, travailler ensemble dans le même lieu. Donc ça, c'est un sentiment qui est partagé, je pense, par tous les enseignants. Maintenant, les positions syndicales sur la question, elles sont assez simples, hein. C'est que le Conseil fédéral annonce une réouverture des écoles pour le 11 mai. Bon, alors on a bien compris qu'il y avait certains milieux économiques qui poussaient à mort, hein, et l'enjeu, évidemment, c'est qu'à partir du moment où les écoles réouvrent, ben, les parents seront de nouveau disponibles pour aller faire fonctionner la machine. Bon, donc il ne faut pas être dupe de ce jeu politique-là. Par ailleurs, d'un autre côté, ce serait aussi, et puis je crois qu'on l'a largement développé, dans l'intérêt des enfants, des élèves eux-mêmes, que ces cours reprennent rapidement. Non seulement en raison des questions d'inégalité que pose l'enseignement à distance, mais aussi pour toutes les questions qu'on a abordées, hein, l'importance de l'école dans la vie sociale et psycho-affective des enfants. Mais au milieu de tout ça, ben, il y a aussi la question sanitaire, il y a la question du risque. Et nous, en tout cas, les syndicats, que ce soit SUD, SSP ou la SPV, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, en l'absence de garantie sanitaire pour les collègues à risque, pour les enfants, proclamer juste on réouvre les écoles le 11 mai, c'est un peu court. Non, on veut des garanties. On veut des garanties sur le plan sanitaire, mais aussi par rapport à nos collègues du service public qui bossent dans les hôpitaux avec le risque d'une Bien possible sûr. flambée du coronavirus. Donc, juste dire on réouvre les écoles et puis avec des arguments qui ne sont pas étayés, pour le moment, ça nous paraît un peu court. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là. Évidemment qu'il y a des milieux économiques qui mettent la pression politique pour faire redémarrer la machine. Évidemment que les enfants ont des intérêts à ce que les écoles réouvrent. Évidemment que nous, on a envie de pratiquer notre métier. Mais il y a cette question sanitaire qui est une question sérieuse. Donc, on ne va rien lâcher là-dessus. Et puis, on veut des garanties. Laura, je t'en prie. Ouais, alors je pense que Marc a bien résumé la situation et puis je le rejoins sur tous ces points. Et c'est vrai que sans garantie, moi, je trouve que c'est insensé. Euh, pour l'exemple du collège où je travaille, je crois qu'il y a environ 500 élèves, une centaine de profs. Ça fait quand même un nombre de personnes conséquent qui peut effectivement, comme tu disais, faire repartir, ça peut être un nouveau foyer infectieux. Et puis je trouve qu'on ne parle pas assez non plus de toutes les personnes qui travaillent dans les établissements scolaires et qui ne sont pas des profs. Et ces personnes-là peuvent aussi être des personnes à risque, ont leur propre famille également. Et puis il y a aussi, j'imagine, toutes les personnes qui conduisent les bus scolaires, surtout dans les villages et dans les campagnes. Et voilà, et à titre tout à fait personnel, moi, je suis une personne particulièrement à risque. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où je me dis, si l'école reprend, probablement qu'elle reprendra sans moi. Et je ne serai pas la seule dans ce cas. Ça veut dire qu'il y aura d'autres élèves et d'autres enseignants et enseignantes qui ne reprendront pas en même temps que tout le monde. En fait, ça veut dire que la machine redémarre et que les personnes vulnérables, on se retrouve une fois de plus un peu dans l'attente que les choses soient mises en place correctement pour que nous aussi, on puisse
on puisse redémarrer. Et il y a quand même une peur d'être ensuite en décalage et de reprendre la vie plus tard que tout le monde, quoi. Et en fait, à ce stade, on n'a pas de garantie sanitaire qui permette aux personnes à risque de reprendre le 11 mai. Donc, a priori, les autres reprendront, mais les personnes à risque ne sont a priori pas suffisamment en sécurité par rapport à ce qui a été mis en place. Donc, c'est aussi problématique, je trouve. 100% d'accord, cette logique de profit, comme ça a été dit, économie suisse dicte en fait le retour obligé à une logique d'accumulation de profit qu'on a vu où ça nous a mené aujourd'hui. Donc c'est un Ouais. vrai scandale et je pense que c'est important de le répéter et que ça concerne également cette logique au niveau de l'éducation. D'ailleurs, on le voit très bien, les universités restent fermées jusqu'au début juin, mais pas les écoles. Donc, on comprend très bien la logique et de dire il faut que la force de travail revienne absolument travailler sans prendre en compte, disons, par exemple, la santé des enfants, la santé des travailleurs et travailleuses. Et très justement dit par toi, Laura, qui ne concerne pas simplement les profs, mais toutes les personnes qui travaillent dans le milieu scolaire et autres, dans le cadre des transports, etc. Donc, c'était important de le redire. Peut-être si vous pouviez dire un mot à ces que j'ai vu certains dans les groupes dans lesquels je suis, à ces parents qui se plaignent de voir que des profs, alors c'est une minorité certainement, mais qu'est-ce que vous auriez à leur dire peut-être, ça a déjà été mentionné, mais je ne sais pas si vous voulez dire un mot de plus de ces parents qui se plaindraient de… Et on revoit de nouveau un peu ce discours du service public un peu fainéant. Bah, ce que j'aimerais leur dire, c'est que je crois que ça a été largement développé dans cette interview. C'est que non, cette situation d'enseignement à distance, elle ne nous convient absolument pas. Elle est extrêmement difficile à vivre. On n'est pas en train de se tourner les pouces, loin de là. On se fait du souci pour nos élèves et puis que c'est ça qui prime pour nous. On n'est pas en train d'essayer de se taper un mois de vacances en plus. Enfin, il faut descendre sur terre, quoi. Moi, je comprends évidemment le souci, notamment de ces familles qui ont besoin d'un salaire, qui ont besoin aussi de pouvoir retourner travailler. C'est clair, il faut comprendre, il faut entendre ça. Mais qu'en tout cas, d'un point de vue syndical et puis d'un point de vue personnel, pour moi, c'est vraiment les questions de santé publique, holistique et globale hein, qui priment. Et donc, voilà, on a une déontologie, on a une éthique. Donc oui, on aimerait reprendre les cours le plus rapidement possible, mais pas au prix de vie humaine ou de garanties qui ne seraient pas suffisantes. Laura? Ouais, ben moi, enfin, enfin déjà l'argument de c'est par fainéantise ou enfin je comprends pas trop ce que ça vient faire là-dedans. Enfin, on est quand même en train de vivre une crise à l'échelle mondiale. On est en train de parler d'un truc qui a quand même des conséquences dramatiques et ça me paraît mais une évidence que qu'on doit pas rouvrir pardon les écoles aux dépens de vie humaine quoi. Et on n'a pas la garantie que ça n'arrivera pas, on n'en a pas la certitude. Et tant qu'on est dans cette incertitude, pour moi, c'est insensé de prendre ce risque. Alors, on sait qu'on prend ce risque pour des raisons économiques, mais c'est pas un argument valable, quoi. Et je pense qu'il est important que les parents qui se plaignent, des profs qui se plaignent, se souviennent on parle de vie humaine, quoi. On parle pas d'autre chose, en fait. On parle juste de ça. Donc, ouais, peut-être remettre les choses en perspective, ça me paraît assez essentiel. Ouais. 100% d'accord. Une dernière question. Sur les critères de validation, qu'est-ce que vous en dites? Quid des examens? Quid des critères de validation de l'année? Ouais, c'est une question qui est sensible, hein. En tout cas, bon, voilà, concrètement, hein, pour nous, les gymnases sont fermés jusqu'au 8 juin. Normalement, j'ai des examens oraux prévus le 15. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, je vais même pas revoir mes élèves, puis je vais les voir en salle d'examen. Voilà. D'autre part, par rapport à la préparation aux examens, les derniers 2 mois sont extrêmement importants, en tout cas au gymnase, hein, du point de vue de la relation pédagogique, du point de vue de la préparation concrète de ces examens.
Et puis là aussi, ça va être un des multiplicateurs, ça pourrait être un des multiplicateurs d'inégalité, parce qu'il y a ceux qui sont parfaitement adaptés au système, aux examens, qui s'en sortent très bien, et ceux au contraire qui sont plus fragiles en fin de parcours. Donc voilà, il semblerait que la CDIP ait demandé que les examens soient annulés. À titre personnel, il me semble que ça se justifie complètement. Maintenant, sur les critères de validation de l'année, il faut évidemment les assouplir parce qu'il y a tout le cas de ces élèves qui étaient limites et puis qui avaient encore une chance durant les 3 derniers mois de pouvoir remonter leur moyenne. Donc, il faut faire preuve de mansuétude, évidemment, puis prendre en compte en fait la crise systémique et puis voilà, le fait qu'on vit une situation très, très particulière. Laura? Ouais, alors nous, on n'a vraiment pas du tout encore d'informations dans le secondaire 1 sur ces sujets-là. Par contre, ça me semble évident que déjà les examens des 11e devraient être très, très allégés ou alors ne devraient pas avoir lieu. Et concernant les passages à niveau pour les autres élèves, voilà, je pense qu'il faut se baser sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant tout en étant très clément et très souple. Et puis, on en parlait avec une collègue et puis on disait, bon, on aura ce qu'on appellera dans quelques années la génération Covid où les élèves qui sont passés un peu plus facilement que les autres. Et c'est comme ça. Enfin, je pense que c'est à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Et puis, je pense que le monde s'en remettra si on fait un peu preuve de mansuétude, comme tu disais, Marc. Et je crois que c'est important pour ces élèves-là aussi, pour retrouver quelque chose de plus stable après. Ouais, peut-être encore une précision. Mensuétude, ça ne veut pas dire qu'on va envoyer des élèves au casse-pipe pour l'année Mais suivante. non, non, non. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce qui a été fait, avec la connaissance qu'on a de nos élèves, avec les discussions qu'on peut avoir entre collègues, on fait toujours une évaluation. Est-ce que Exactement. si on laisse passer cet élève, est-ce qu'il ne va pas finalement partir dans le mur l'année d'après? Est-ce que c'est vraiment lui rendre service que de lui accorder, entre guillemets, des points de faveur ou pas? Donc, c'est toujours des réflexions qui sont sérieuses, qui sont discutées avec une quinzaine de collègues en conseil de classe. Donc, on ne fait pas ça à la légère. Voilà, je voulais juste préciser ça quand même. Oui. Pareil, dans le secondaire 1, c'est des décisions qui sont prises avec tous les enseignants concernés, les doyens, le directeur. Enfin voilà, c'est pas des choses qu'on prend à la légère, effectivement. Ouais, si je peux me permettre, bon, juste remarquer qu'au niveau de l'université à Lausanne, à la suite de mobilisation de plusieurs centaines d'étudiants, ils ont finalement obtenu le fait que les examens de juin pour les premières années ne seront pas comptabilisés en cas d'échec, ce qui n'était pas le cas au début, au contraire de Ouais. l'université de Genève ou de Neuchâtel et d'autres victoires qui ont été obtenues, mais vraiment grâce à la mobilisation des étudiants et étudiantes. Mais aussi, ça repose la question est-ce que les examens sont les meilleurs moyens pour les critères d'évaluation et d'accumulation de connaissances? C'est ce qu'on disait aussi au niveau de l'université. Certains nous répondaient, mais alors vous faites passer n'importe qui, n'importe comment, etc. Non, c'est pas. Et je pense qu'aussi c'est important de remettre ce débat, je veux dire, au centre aussi. Quelle forme de système éducatif on veut? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme connaissance? Est-ce que ça passe forcément par un critère d'évaluation à travers des examens où on sait qu'un certain nombre d'élèves ne sont pas forcément les plus à l'aise, mais qui peuvent avoir acquis justement ou accumuler ces connaissances. Je pense que c'est aussi peut-être, je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot là-dessus, sur quel système éducatif on veut finalement. Alors, je pense que ce serait lancer un débat où on en a pour 3 heures. Ok, Clairement. ok, pardon. On peut tout questionner, hein. On peut questionner les Ouais. notes en tant que telles, on peut questionner les rapports de pouvoir entre enseignants et enseignés, on peut questionner les finalités de notre système scolaire, où finalement, particulièrement en Suisse et dans le canton de Vaud, on est dans un système qui est très méritocratique, très sélectif, avec du tri social. Ah ouais. Bon, si on commence cette question-là, ça remonte à un autre chapitre. On va dire. Mais la question est intéressante, mais je ne vais pas développer ici. Ouais, Laura, alors peut-être? je pense que c'est un débat qui est réel, hein, qui est important, mais effectivement qui mériterait d'être étayé. Et, euh, et par contre, je nourris l'espoir que la crise qu'on est en train de traverser, une fois que tout se sera calmé, permettra peut-être de soulever ces questions-là et de se pencher un peu plus sérieusement dessus et d'effectivement remettre en question
notre système éducatif. Je pense que c'est nécessaire à ce stade. Et je me dis que ça sera peut-être un des rares points positifs de tout ça, c'est que ça remettra les choses un peu en perspective. Et on se questionnera davantage là-dessus. En tout cas, merci à vous deux. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot de la fin dans le cadre de cette interview. Non, peut-être juste une nouvelle fois, salutations fraternelles à tous les salariés, voilà, dont beaucoup sont en difficulté. Donc voilà, il faut qu'on se tienne les pouces et puis qu'on s'organise collectivement. C'est hyper important. Juste une petite chose. En fait, je pense que l'organisation syndicale, elle est primordiale, notamment dans un temps de crise comme ça. Je pense que, en tout cas, on travaille fort pour maintenir une cohésion entre les collègues, pour tenter pour faire émerger en fait des revendications collectives. Particulièrement en temps de crise, je pense que vraiment, que ce soit Sud, la SPV, le SSP, c'est vraiment important. Enfin, syndiquez-vous parce que c'est comme ça qu'on peut faire entendre sa voix de manière collective, avec un minimum de poids. Voilà. Laura? Alors moi, mon message, il irait du coup vers toutes les femmes et notamment les mères de mes élèves qui ont été les seules à me contacter en cas de difficulté, ce qui m'a rappelé que ce sont elles qui ont largement pris en charge l'éducation des enfants dans cette crise et de manière générale également, et qu'elles sont aussi parmi les premières victimes de cette crise et du coup, petite pensée pour ces femmes, enfin grosse pensée pour ces femmes, enfin pour toutes les femmes en fait. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, camarades. Et je pense que le mot est clair. Luttons contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression pour un monde véritablement d'égalité, de justice sociale, de démocratie. Et encore une fois, les mots de nos vies valent plus que leurs profits sont aujourd'hui, je pense, un mot d'ordre très important. Merci beaucoup, camarades. Merci. Salut, merci.